Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour ce nouveau séminaire du PIM. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yann Megers, qui est maître de conférence à Centrale Supélec et qui a bien accepté de venir nous parler d'imagerie et donc d'images en microscopie électronique, en transmission, un balayage, tomographie. Bon, il vous en dira plus. Je tiens à le remercier d'avoir accepté. Donc Yann, tu as 45 minutes à peu près pour présenter et ensuite on échangera avec une série de questions. Voilà, à toi. Oui, très bien. Et je pense que quand il y a des questions intermédiaires, n'hésite pas de m'arrêter et d'interrompre. Hein, pour moi, ça m'inquiète pas trop et je pense que ça rendre la discussion dynamique. Sinon, à la fin, c'est également bien aussi. Euh, voilà, donc le titre, je pensais juste jeter quelques mots un peu importants sur le titre pour bien attirer des gens. Euh, mais c'est aussi le sujet que je vais parler. Mais avant ça, je me permettais de juste expliquer un peu qui je suis ou d'où je viens, juste rapidement pour eux qui me connaissent pas très bien. Donc, j'ai un accent. Je viens des Pays-Bas d'origine. Donc, j'ai fait ma thèse en Pays-Bas où j'ai étudié une interface entre métal et élastomère. Bon. Après, j'ai pris un postdoc au LMT Cachan. Je travaille pas mal avec François Hill et Stéphane Roux, et donc bien sûr sur correction d'image et des méthodes d'identification sur une échelle un peu, comment dire, macro, hein, donc d'échantillons classiques, centimétriques. Et après, je bougeais un peu vers MSS Math, premier temps avec un postdoc et maintenant comme maître de conférence, où je me focalise ouais, pour une partie sur des imageries à petite échelle, toujours sur le sujet de identification et comment de faire le lien entre le numérique et l'expérimental. Bien sûr, j'ai étudié aussi l'os, et donc en termes de type de matériaux avec lesquels je travaille, je ne discrimine pas, tous sont bienvenus, et à des échelles, je m'occupe aussi avec pas mal d'échelles différentes. Donc, en termes d'identification, ça c'est mon point de vue d'identification. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec identification? C'est que on a un expériment et donc j'ai mesuré un signal qui est bruité et ce signal peut être du déplacement, des niveaux de gris, des images, des forces, tout ce que j'ai capable de mesurer. Et à côté, j'ai un modèle et ce modèle, piloté par des paramètres, ressemble à l'expérience. Donc l'idée, c'est un modèle pas que un modèle constitutif, par exemple, mais un modèle de mon expérience. Et le parti qui m'intéresse le plus, c'est l'interface entre les deux. Et ça, j'appelle le résidu. Donc c'est juste la différence entre les deux signaux. Un signal expérimental, un signal modèle. Et avec la différence, je peux comprendre si mon modèle il est bon ou pas. Et je peux prendre cette résidu et le mettre dans une fonction coût. Ça, c'est tout classique. Oh, l'autre sens, voilà. Et avec mon fonction coût, par exemple une norme 2, je peux dire, OK, je veux réduire la distance entre mon expérience et mon modèle en trouver le jeu des paramètres qui peut minimiser entre les deux. Et en même temps, on parle pas mal des idées de sensibilité. Donc ça, c'est l'idée de si je change mes paramètres, comment le résidu va changer. Ouais, donc c'est ça le moyen qu'on utilise pour faire une mise à jour de ces paramètres. Et donc classiquement, itérativement, on commence par un set de paramètres P et on va calculer les petites corrections qui permettent à itérativement améliorer. Une partie peut-être intéressante, ou je sais pas, j'ai mis les paramètres P ici dans le modèle et dans l'expérience. Ça, c'est peut-être un peu étrange, mais c'est parce que de temps en temps, on a des mesures qui ne sont pas exactement des mesures pures, comme par exemple ouais, bon, c'est une discussion philosophique, mais qui sont plutôt le résultat d'une reconstruction. Et donc, ça veut dire que dans mon méthode de reconstruction, j'ai déjà des paramètres. Et donc, quand je parle de paramètres, je parle pas, je parle de paramètres dans le sens large. Ça peut être, par exemple,
les conditions limites appliquées, ou ça peut être les conditions de lumière appliquées, donc il existe une idée de paramétrage côté expérimental également que côté modèle, et dans les deux côtés, on a des problèmes. Donc expérimentalement, on a toujours le bruit, de temps en temps blanc, mais pas toujours. Et côté modèle, notre modèle, il est limité. On a bien des modèles qui sont efficaces et donc on n'aime pas de prendre tous en compte. Donc il y a une petite erreur de modèle. Et en créer cette interface entre les deux, ça permet de comprendre d'une côté les bruits, mais d'autre côté notre erreur de modèle et de dire est-ce qu'il est acceptable ou pas, est-ce que on accepte le modèle comme il est ou est-ce qu'on a besoin d'enrichir, etc. C'est un peu l'idée philosophique que je veux faire, hein, comme mon axe de recherche. Et donc, c'est là où je me trouve à l'aise. Donc, faire de l'identification dans ce sens large. Et il y a quelques opportunités ou des défis qui me permettent de travailler. Donc, une, c'est dans l'idée de optimiser les expériences avant de le faire. Avec ce petit cadre que j'ai présenté avant, c'est qu'on est capable de dire, OK, quelle expérience va être sensible pour quel paramètre, pour quel modèle. Et donc, peut-être on peut changer l'expérience avant, faire une identification. Le deuxième sujet, c'est que j'appelle des mesures pas pures, comme je dis tout à l'heure, des mesures qui dépendent à une reconstruction ou un algorithme pour l'obtenir. Donc, corrélation d'image, pour moi, c'est une méthode d'identification. On est en train d'identifier un champ de déplacement qui est basé sur la mesure qui est en fait l'image. La vraie mesure, c'est l'acquisition de niveau de grille. Et le champ de déplacement qui est le résultat d'un traitement corrélation d'image, c'est un résultat d'une optimisation. Et en plus, il y a pas mal d'autres idées comme ça, par exemple, computer tomography, donc tomographie ou des mesures EBSD. Il y a des reconstructions partout. Et en plus, bien sûr, il y a des autres défis hein, comme des non-unicités, des problèmes, des minima locales, des commandes initialiser mon domaine d'optimisation, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est un domaine de recherche un peu large. Et aujourd'hui, je veux juste parler de trois petits points en tirant de ce domaine. Et le premier, je prie juste parce que je pense qu'il est plus classique et donc plus facile à comprendre. Et les autres deux parlent de tomographie MET et de topographie MEB. Donc je commence par le premier exemple. Donc, le premier exemple, c'est juste comment on peut trouver les paramètres d'une loi anisotropique élastoplastique avec un peu d'endommagement sur un alliage aluminium. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé trois échantillons d'une plaque. Une dans la direction de fabrication, une autre dans la direction transverse et un troisième dans la direction diagonale. Et on a tiré, on a juste fait des tests uniaxiales sur l'échantillon et on a créé en fait ce base de données. Excusez-moi, Justin, je vais te minimiser. Mais je vais juste montrer qu'en fait, le source de données aujourd'hui d'une expérience, il est riche. Donc, qu'est-ce que je trace ici? Je trace le champ de déplacement sur une surface. Ici, c'est le champ de déplacement en X, en horizontal, sur une de mes échantillons. J'ai bien sûr trois échantillons, mais j'ai une acquisition qui dépend du temps. Et donc, je peux tracer aussi le déplacement le long du temps sur une ligne. Et en fait, le volume de déplacement, c'est un volume vectoriel trois-dimensionnel. Donc, temps et deux directions d'espace. Et en plus, on a mesuré les forces. Ici, c'est la trace de force, qui est bien sûr une mesure en temps. Et vous pouvez voir que on a cyclé un peu pendant la traction. Bon. Tout ça, c'est juste des résultats expérimentaux. Et après, l'idée, c'est de... Est-ce que je peux avancer? Ah oui. En côté modèle, qu'est-ce qu'on a appliqué? Une loi comportement élastoplastique avec un écrouissage exponentiel, avec des critères de Hill qui a en fait 6 degrés de liberté, mais on ne libère que 4 parce que pour des raisons peut-être trop détaillées, et un petit peu d'endommagement. Et classiquement,
qu'est-ce qu'on fait? Pour identifier le comportement comme ça, on peut prendre dans le centre de mon échantillon une jauge virtuelle de déformation et avec les forces et les connaissances de section, on peut tracer des courbes contraintes de déformation. Avec ce courbe, on est tous capables de faire un fit de notre loi de décroissage et on peut comparer la différence entre les trois échantillons pour extraire par exemple de paramètres de Langford pour comprendre l'anisotropie, donc la limite d'élasticité qui va varier le long de direction. Et avec la pente de décharge, on a une mesure pour l'endommagement qui a été créée. Et donc tout c'est bien, on a identifié tous les paramètres, mais maintenant je peux mettre les paramètres dans mon modèle élément fini. Je peux comparer les mesures que j'ai eues en plein champ avec le champ que j'ai calculé avec mon calcul élément fini. Et je peux en fait construire un résidu entre les mesures plutôt directes et un modèle qui représente l'expérience totale. Et ça me donne un champ de résidu, donc une erreur qui a une signature en temps et en espace. Et c'est ça qu'on peut utiliser pour améliorer l'identification, mais également comprendre améliorer ou si le modèle il est bon, à quel moment, sur quel point matériaux. Donc c'est ça un peu l'idée totale. Donc pour faire ça, ça veut dire qu'il faut faire faire un peu de développement des algos d'optimisation parce qu'en fait ici on a 6 sources des mesures un peu différentes, on a 3 expériences et on a des images et des forces et donc c'est un peu c'est pas très compliqué mais il faut juste prendre 6 fonctions coûts et les rassembler de sorte qu'ils sont bien pondérés. Mais avec ça, on a l'avantage qu'on peut faire cette identification qu'on est capable de faire classiquement, mais sur tous les points de matériaux, sur tous les points de mesure qu'on a. Et donc, on utilise toutes les données qui sont disponibles. Et donc, dans une identification un peu classique, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne des endroits dans l'échantillon qu'on peut plus facilement comprendre. Donc, dans cet exemple, les deux méthodes marchent très bien. Donc, on a choisi cet exemple pour montrer que les nouvelles méthodes sont également bien que les classiques, mais bien sûr, quand on a des géométries un petit peu plus complexes, à un moment, les méthodes classiques sont difficiles. S'il y a un trou dans l'échantillon, de dire quelque chose sur l'état des contraintes devient un petit peu plus difficile, par exemple. Bon. Le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pris un peu de quels deux sujets je pensais que c'est intéressant de parler aujourd'hui. Et le titre que j'ai mis, c'est de topographie, de tomographie des images MEB et MET. Et pourquoi? Peut-être ça peut être une petite surprise d'une côté parler du comportement élastoplastique et de l'autre côté de parler des images MEB et MET. Mais c'est parce que simplement je suis un peu déformé par mon expérience. Donc, je connais un outil, c'est l'identification, et j'aime bien de l'appliquer n'importe où. Voilà. Et donc, le premier partie, donc je commence par la première partie, c'est juste essayer de reconstruire la surface, la topographie des surfaces par rapport à une série d'images MEB. Donc, comment ça marche? Il y a une méthode. Ah, mince. Bon, c'est bien. Il y a une méthode qui s'appelle Shape Shading. C'est l'idée ça, ici, je montre 4 images MEB et on voit qu'ils sont clairs d'un côté et sombres à l'autre côté. Et on est capable de, en fait, reconstruire la surface 3D comme ça, avec une méthode classiquement qui existe déjà dans des logiciels commerciaux, qui marche un peu comme ça. Donc, il y a une image que j'appelle C, c'est l'image de composition, c'est plutôt la masse atomique qu'on peut estimer par prendre simplement de la moyenne des quatre images. Et en plus, on a les deux gradients des coordonnées surfaciques, donc Z dérivé direction 1 et Z dérivé direction 2. Et ce 2, on peut estimer avec la différence entre deux images. Et ces 4 images, ils viennent de quoi? Ils viennent de 4 détecteurs BSE,
donc des électrons rétrodiffusés différents. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, cette méthode qui existe, elle utilise 4 cadrans, 4 secteurs de détecteurs BSE. Et nous, on a été un peu limité parce que notre MEB, en fait, il y a 3 détecteurs et pas 4. Et donc, cette méthode ne marche pas chez nous. Et en plus, on a collaboré avec pas mal de labos de région qui sont tous des microscopes électroniques un peu différents, avec des capteurs différents. Et on a disait que est-ce qu'on ne peut pas généraliser un peu ce algo vers N détecteurs? Voilà, comment ça marche? Mais bien sûr, parce qu'on aime bien faire de correction d'image, et donc pourquoi pas aussi permettre directement de faire la reconstruction topographique et euh, intégrer les méthodes de correction d'image pour être capable de mesurer les champs de déplacement en même temps. Donc voilà. Et l'idée ici qu'on utilise, c'est on voit quelque chose sur l'image, donc on voit un contraste, et on peut traduire cette contraste vers une topographie, et je vous explique un peu comment ça marche. Donc, notre cerveau, il est très fort, en fait, en reconstruire en 3D. Si je montre cette image, je pense que vous tous avez une idée à quoi ça ressemble en 3D. Je pense que la plupart de vous voient cette géométrie, mais une petite partie de vous a vu la géométrie comme ça. Ouais, donc, on voit des ombrages d'un côté, des zones claires à l'autre côté, et on peut dire que peut-être la lumière, il était venu de ce sens-là pour créer l'image à gauche, ou le sens dans l'autre sens, quand la lumière vient d'autre sens, dans notre cerveau, ça va créer la géométrie à droite. Et, mais, petit problème, ici on parle de l'image MEB, donc on n'a pas de lumière. Donc même quand la façon que l'ombrage il est fait dans l'image semble être assez naturelle, en pratique, c'est assez différent. Comment ça marche? Je pense que vous connaissez tous comment les MEB marchent, mais en général, la partie à comprendre, c'est qu'on a un faisceau électronique qui est projeté sur l'échantillon, et on a un capteur peut-être à côté, ou un capteur peut-être proche du faisceau. Et donc, on a des électrons qui sont de différentes sortes, qui tombent sur des capteurs, sur des détecteurs, et qui va générer un contraste dépendant de la position du détecteur. Et bien sûr, dépendant de la matière lui-même. Ça, c'est l'image. Pourquoi on a des contrastes? Bon, en général, on a notre faisceau électronique qui va générer une zone d'interaction en intérieur de notre échantillon, et on a pas mal des interactions qu'on peut capter, on peut mesurer. Le plus court, je pense, les mesures standards, c'est les électrons secondaires, et aujourd'hui, je vais parler beaucoup des électrons rétrodiffusés. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon voisin qui est en train de faire un peu de reconstruction sur Amazon, donc ça arrive en même temps. Ça, c'est le voie un peu plus réaliste, une petite simulation de Monte Carlo sur des interactions des électrons en intérieur d'un échantillon, et qu'on voit qu'il y a beaucoup des électrons bleus qui s'arrêtent en intérieur de la matière, et donc qui ne vont pas générer des électrons secondaires, des électrons rétrodiffusés. Peut-être il y a des rayons gamma qui sont créés, où il y a pas mal de phénomènes qu'on peut quand même mesurer, mais tous les chemins rouges, en fait, sont des chemins des électrons qui après quelques interactions élastiques, sortir l'échantillon, et vont sortir à un angle qui dépend de leur trajectoire. Et pour certains matériaux, on peut dire que cette interaction élastique, il y a tellement d'interactions que toutes les directions qu'on peut voir de sortir sont presque diffuses, hein, donc de Lambertien.
C'est pas vrai pour tout l'échantillon, notamment pas pour les matières cristallines, mais ça dépend des shapes. Bon. Qu'est-ce que ça donne en termes d'intensité qu'on voit, en termes de contraste sur l'image? Donc ici, un peu un schéma. Donc ici, en noir, mon faisceau électronique, ma échantillon en bleu. Et en rouge, j'ai dessiné mon détecteur. Et si l'interaction entre le BSE et la matière est complètement diffuse, c'est une approximation, mais sur cette hypothèse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chacune des directions de rétrodiffusion, on a des intensités un peu différentes. Et donc, le plus des électrons sont rétrodiffusés vers le faisceau et moins rasants sur la surface. Et toute la partie qui va tomber sur le détecteur va être accumulée, va être intégrée comme une valeur. Donc, pour ce point matériau, ce détecteur, il va mesurer une intensité qui est en fait la surface, l'air ici, entre le cercle et le triangle. Et quand je tourne mon échantillon vers le détecteur, bien sûr, l'intensité va augmenter parce qu'on a un petit peu plus des électrons qui vont être projetés vers le détecteur. Et quand je tourne vers l'autre sens, l'air va être réduite et donc l'intensité mesurée va être réduite. Donc c'est ça la moyenne qu'on peut utiliser pour comprendre l'orientation de surface et donc la topographie. Si on a notre masse atomique, avec plus de masse atomique, on a plus des électrons rétrodiffusés et donc ça donne en gros une cercle de réprojection plus large. Mais le parti à comprendre entre ces deux cas, c'est que en fait les surfaces relativement sont de la même taille. Donc les différences entre les trois, entre le rouge, le bleu et le jaune, ils sont les mêmes que ici. Voilà. En fait, ça c'était une représentation 2D, mais il faut comprendre qu'un secteur d'un détecteur BSE, souvent c'est une partie du nano, parce qu'on a le faisceau électronique qui passe par le centre, et on a des capteurs secteurs annulaires autour. Et donc, le intégral qu'on a besoin, hein, le parti de notre petit modèle de formation d'image que je suis en train de développer, il a une forme intersection entre une cône et une sphère. Bon, si je tilte l'échantillon, ce volume d'intensité change dépendant de l'orientation et on peut modéliser ça. C'est juste des calculs un peu géométriques, hein, rien de complexe dedans. Et on peut en fait tracer l'intensité vue par un détecteur d'une certaine forme pour une angle de tilt θ. Donc ça, c'est l'angle plutôt vers le détecteur ou dans l'autre sens. Ou pour un angle de phi, et ça c'est une inclinaison dans l'autre sens. Donc une rotation plutôt autour de cet axe. Bon, très bien. Et donc, si on a une intensité qui dépend de deux angles, d'angle θ et un angle phi, pourquoi pas le représenter comme une surface sur une sphère. Et donc ici, on peut voir que l'intensité qu'on peut voir, si l'échantillon il est orienté dans tous les sens dans la sphère, il a ce forme-là, et je peux ça aussi également tracer comme une figure pôle, et qu'on voit qu'il y a une point chaud ici, où on a bien sûr le plus d'intensité. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la direction moyenne de mon capteur, mon secteur de BSE. Et donc, on peut modéliser ça un peu comme on a une surface 3D avec une vecteur normale et avec une vecteur D qui a en fait la direction vers le détecteur. Et si on a plusieurs détecteurs, on a plusieurs vecteurs D et donc on a plusieurs intensités qu'on voit à chacun des détecteurs. Bon. Si on a plus de distance entre notre échantillon et le détecteur, ça veut dire que tous les phénomènes de contraste par rapport à la topographie vont être réduits. Donc ça c'est bien pour nous parce que ça veut dire qu'on peut optimiser un peu
le contraste qu'on veut avec la distance. Donc si notre échantillon est très proche, le contraste va être très élevé. S'il est loin, le contraste est faible. Donc, petite conclusion intermédiaire. Donc, si on a un changement de composition, donc un changement de masse atomique, ça veut dire que le sphère va être plus large, donc c'est comme une amplification. C'est un facteur multiplicatif d'intensité. Avec le distance travail, on change la sensibilité, et avec l'orientation surface, on peut estimer la topographie. Donc, comment ça marche? Comment on va le faire? Donc, on va utiliser une approximation de tout ce que j'ai évoqué. On va mettre ça dans une méthode d'identification, comme je fais toujours. Et après, c'est juste une idée d'identifier des paramètres. Mais maintenant, les paramètres sont quoi? En fait, ce sont des paramètres de détecteur et le paramètre qui peut décrire la topographie. Donc, le function form que j'aime bien utiliser ici, c'est des fonctions formes harmoniques sphériques. Pourquoi ils sont très intéressants? Parce qu'ils sont très capables de produire, d'écrire les champs périodiques qui sont sur une surface d'une sphère, comme on a ici. Donc, comment ça marche? On a une petite équation de fonction coût. Donc, on a notre mesure, les images, donc les niveaux de grille. On a plusieurs détecteurs. Donc on a ici I images. Donc, ça peut être NI images, ça peut être 3, 4, 5, etc. À l'autre côté, on a un modèle G qui peut reproduire exactement l'image si on connaît quelques inconnus. Donc, les inconnus sont quoi? Une petite série de paramètres qui peut décrire le détecteur, son forme, son direction, son orientation, etc., son sensibilité. On a également besoin d'une image de composition, donc chaque pixel peut être une matériau, une phase différente, et la topographie, donc l'auteur en Z de la surface. Et donc, en termes de numéro des inconnus, on a 2 par pixel, plus quelques paramètres. Et voilà, une petite premier ordre, une petite option premier ordre, c'est simplement de dire, OK, mon modèle G, c'est une constante, plus des fonctions formes qui dépendent de la direction de mon normal et qui dépendent de la direction de mon détecteur. C'est juste une premier ordre. On peut prendre des autres types d'équations pour décrire ça, comme celui, il est plus proche que comme il est utilisé dans l'intérieur du code commercial qu'on a vu au début. Mais bien sûr, il y a pas mal des autres options. On a joué un peu avec des équations, avec des modèles différents. Et juste pour montrer un peu un exemple comment ça marche. Donc ici, j'ai 4 images prises par notre microscopiste Eva de notre échantillon pyramide. C'est pas exactement une pyramide, hein, c'est un pyramide avec des marches. L'avantage de cet échantillon, que c'est un échantillon de calibration, donc c'est fourni par une entreprise qui donne également une mesure topographique faite par une mesure comme AFM. Et donc, on a une référence, et donc on peut comparer la qualité de notre algorithme. Dans l'échantillon de calibration, il y a pas mal de petits points qui sont des marqueurs qui sont utilisés pour comprendre comment l'échantillon il est orienté, etc. Pour nous, ils sont un petit peu moins intéressants, mais c'est un échantillon de calibration. Ici, on voit qu'on n'est pas dans des conditions standards de 4 cadrans. J'ai 4 images, mais je n'ai pas les 4 cadrans. Parce qu'on regarde le côté qui est le plus clair ou le plus sombre, on voit que le côté des détecteurs, ici, il était plutôt à bas à gauche, ici en bas à droite, et ici, il était vraiment vers le nord. Donc, on a 3 secteurs angulaires qui sont 120 degrés, et on a un quatrième, en fait, qui est un anneau complète. Et donc, il n'y a pas de directions qui sont plus claires que les autres. Mais pour notre algorithme, c'est pas important. On a juste 4 images avec 4 détecteurs. Point.
Ça va créer une reconstruction comme on a vu avant. Mais on peut faire un petit peu mieux. On peut comparer la qualité. Donc, la première règle ici, que je montre les 4 images directement compris, hein, donc les images brutes. En bas, c'est les images reproduites par le modèle. Et dans le centre, je veux dire, et en bas, c'est la différence entre les deux. Donc, c'est le résidu. Et c'est le résidu qui permet de juger si la récursion il était bien faite ou pas. Et donc, on voit dans le résidu le bruit blanc, très bien, parce que dans le modèle, on n'a pas de bruit blanc, et donc forcément, il n'y a rien et tout est tombé dans le résidu, et donc c'est bien fait. Et en plus, on voit aussi tous les marqueurs qui restent aussi dans le résidu, et c'est parce que ils sont assez profondes, comment dire, les parois, ils sont assez droites, et donc il y a des phénomènes secondaires qu'on n'a pas pris en compte dans notre modèle. Voilà. Et en plus, on voit, il y a encore quelques arêtes de marche qui ne sont pas complètement bien reconstruites. Mais en comparaison, qu'est-ce que ça donne? Donc, plus quantitative. Donc, ça, c'est les mesures en Z, en micromètres, les deux gradients qu'on a besoin pour comprendre les normales, pour faire le calcul proprement. L'image composite, composition, je parle un petit peu plus, et ici, c'est l'erreur, ça c'est la différence entre les mesures fournies par le fournisseur de cet échantillon et les mesures qu'on a fait. Et donc on voit qu'en gros, on a des erreurs qui sont autour de 30 ou 40 nanomètres pour un échantillon qui a 2 micromètres de hauteur. Donc, ouais, c'est quoi, autour de 10% d'erreur. Je pense que c'est pas bête. Ici, la composition de cet échantillon, c'est du platine. Ouais, bon, c'est un dépôt par faisceau électronique de platinum. Et donc, normalement, on attend que c'est tous le même matériau. Et donc, l'idée ici, c'est de créer une image qui a toutes les mêmes compositions. Mais ici, on voit qu'en fait, ce algo va créer 2 types de matières, 2 phases. C'est parce qu'on a des phénomènes deuxième ordre qu'on n'a pas pris en compte. Et donc, ça va être interprété comme un changement de composition. C'est une erreur. Il faut l'accepter ou pas, on peut améliorer, etc. Donc, juste comme petite conclusion intermédiaire, on a créé une méthode qui permet d'identifier et reconstruire les surfaces topographiques pour des détecteurs qui ne sont pas les classiques, qui ne sont pas symétriques, opposés, diagonalement, etc. Tous les paramètres de calibration sont dedans. Donc, on n'a pas besoin de connaître les formes ou les positions des détecteurs avant. Et finalement, on a la topographie. On a besoin d'une seule calibration. En fait, c'est l'idée de calibrer entre eux, parce que les images, l'unité d'image, c'est un niveau de grille. Et donc, à un moment, on a besoin de passer à une unité un peu imaginaire, niveau de grille, vers une unité qui est un micromètre. Donc, on a besoin de, à un moment, faire une multiplication avec une unité connue. Voilà. La prochaine étape, c'est bien sûr de faire le lien avec correction d'image. Donc, première étape, reconstruire topographie. Deuxième étape, c'est comment de prendre en compte également des champs de déplacement de ce type de traitement. Avec une petite différence, ici on a 4 images, et donc si on a un mouvement dans le plan pour un point matériau, ça veut dire qu'on a le même mouvement pour les 4 images. Et donc c'est pas exactement utile de faire la correction d'image sur l'image topographique. On peut le faire, hein. On peut faire correction d'image sur une image comme l'image ici en haut, mais ça veut dire qu'en fait, on a perdu pas mal d'informations parce que sur les images BSE, on a beaucoup plus d'informations sur les points matériaux. Et donc, oui, donc il y a une méthode qui permet de faire correction d'image sur les surfaces topographiques. Ça veut dire qu'on traite l'optimisation, l'identification en 2 pas. On commence par reconstruction topographique
et après faire correction d'image, mais pourquoi pas mettre tous dans une moule et d'essayer de résoudre le problème de reconstruction topographique et le problème de correction d'image en même temps. Ok, comment ça marche? Donc peut-être vous connaissez, hein, donc petit rappel, comment ça marche correction d'image. On a une image F avec un point matériau et on a une autre image un petit peu plus tard qu'on s'appelle image G et on peut trouver les mêmes points matériaux, mais maintenant le point matériau il est sur une position X plus U. Et donc ce même point matériau a le même niveau de gris, la même couleur, et donc on peut dire que le fonction f, l'image f évaluée sur x, il faut être égal à g x plus u. Classique. Maintenant, on a par exemple un changement de topographie, donc ça veut dire qu'on a aussi un changement de niveau de gris à cause de la topographie. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste dire qu'ok, on a un autre champ de variation de niveau de gris qui dépend en fait de l'auteur. On a un champ de hauteur qu'on s'appelle W. Après, on met tout ça dans une fonction coût, peut-être une fonction coût norme à 2, et on veut juste dire que toutes les différences entre mon image de référence et mes images déformées, plus un champ d'auteur, tout ça doit être 0. Ok, on peut minimiser ça avec la même idée, hein, donc on va chercher des paramètres A ici, donc c'est des paramètres qui vont déterminer les champs de déplacement et les champs d'auteur. Itérativement avec une correction petit delta 1 et le delta 1 on peut résoudre grâce à un système linéaire et donc ça c'est juste une expansion de Taylor de la dérive de cette équation de fonction coût et donc qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce système linéaire? Ouais, c'est assez classique, hein, c'est juste des gradients d'image fois des fonctions formes, des fonctions de notre base. Et une petite idée dedans que j'aime bien, c'est donc aussi, il y a pas mal de gens qui parlent de correction d'image, des différentes algos différentes. En fait, tous les algorithmes de correction d'image, on peut écrire avec ce petite série des équations. La seule différence entre les codes commerciaux, etc., c'est comment de décrire les fonctions de base, comment de les choisir. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec France et Stéphane, et donc j'aime bien utiliser des fonctions éléments finis pour décrire mon champ de déplacement. Il y a des autres méthodes, mais dans ce cas, ça veut dire que le phi sont des fonctions formes éléments finis et le a sont des degrés de liberté nodales, donc les déplacements. Et également, on peut dire que non, les fonctions formes, en fait, j'obtiens par mon modèle, mon calcul de mon expérience totale. Et donc, ça veut dire que dans ce cas, je vais nommer ça méthode intégrée et les champs de base on l'appelle le champ de sensibilité, et maintenant les décrets de liberté sont en fait directement les paramètres de loi comportement, par exemple. Donc en termes d'équations, c'est les mêmes équations, la seule différence, c'est les champs de base qu'on utilise. Et ici, pour résoudre le problème de 4 images qui décrit tous les mêmes déplacements, c'est en fait très simple, hein. Donc, on a un système linéaire par image, et pour résoudre le déplacement ou les degrés de liberté par image, on peut également le résoudre pour toutes les images simplement par sommer toutes les fonctions coûts. Et si on dérive ça, ça va créer 4 systèmes linéaires qu'on peut juste sommer. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution itérative de mon déplacement, il est la même solution pour toute l'image, et donc le même champ de déplacement va minimiser le résidu pour les 4 images en même temps. Bon. On a reconstruction topographique et correction d'image et correction d'image de hauteur, donc troisième direction, tous en même temps. Et également, je peux mettre tout ça dans une grande fonction coût. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelques termes. J'ai mes images de référence, donc c'est de l'image à l'état 0, et mes images déformées. Ça, c'est les vraies mesures, les images de référence. Ici, dedans, il y a un peu de mesure également, parce que j'ai des niveaux de gris, des points matériaux, des niveaux de gris qui viennent d'une acquisition à un autre instant du temps. Mais avec la connaissance de comment les niveaux de gris changent quand j'ai un changement topographique, je peux projeter les images déformées sur des images de référence. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mes paramètres de détecteur. J'ai besoin également de comprendre mon image de composition, donc quelle phase de matériaux que j'ai. J'ai besoin de la topographie et les déplacements
en Z et dans le plan. Donc tout ça sont des inconnus. Donc l'image de référence sont les vraies mesures, l'image déformée sur le niveau de grille mesuré aussi, mais les paramètres détecteurs, la composition, la topographie, le déplacement, tout c'est inconnu. Mais avec un exercice d'optimisation, on arrive à minimiser ce problème-là. Et ici, je montre un petit exemple. Donc ça, c'est un test in situ en être du web qu'on appelle le test Smiley. C'est un échantillon avec une forme un peu particulière. Donc les parties noires sont des trous qui va être mis en tension sur la direction horizontale. Donc la partie à gauche va bouger vers la gauche et la droite vers la droite. Et l'idée de ce test, c'est de créer des zones de cisaillement forts dans les deux bras, en haut et en bas. Cette journée, notre fibre était en panne, et donc on n'était pas capable de couper une zone un peu nette, mais c'était pas grave, c'était juste pour tester la forme 3D, la reconstruction 3D. Eva, notre microscopiste, elle était peu gênée par l'état de surface de ces échantillons parce qu'elle me disait c'est très sale, on ne peut pas l'utiliser. Mais moi, j'étais en fait très content parce que d'avoir un peu des saletés sur la surface, ça permet de créer un mouchetis pour la correction d'image. Et donc, on a appliqué un maillage triangulaire cette fois. Et avec ce petit algorithme que j'ai montré avant, on est capable d'en fait faire une mesure de déplacement et donc déformation surfacique en 3D. C'est pas une déformation tensorielle 3D, c'est juste une projection 2D de la tenseur de déformation, mais sur une surface qui peut se déformer en 3D. Et on a mesuré des champs de déformation. Petit à petit, ça commence à se déformer. On voit plutôt des bandes de localisation qui apparaissent. Et à la fin, il y a une fissure qui va générer une rupture. Donc, très bien. Et en 3D, donc ça c'est l'état original, on a une reconstruction 3D, on voit un peu des joints de grains, des phénomènes de saleté qui sont sur la surface. Et petit à petit, quand ça commence à se déformer, on voit des bandes de cisaillements qui commencent à créer des marches sur la surface, notamment ici et là-bas, il y a pas mal d'autres zones. Et donc, c'est l'avantage de cette reconstruction 3D, permettre à bien comprendre comment la surface se déforme, pas en une seule direction, mais en trois. Donc, voilà, ma petite conclusion de ce méthode-là, c'est pour reconstruire la surface topographique, on peut juste prendre un modèle de comment l'image est formée, comment les électrons se comportent en l'intérieur d'une chambre MEB avec le détecteur, la surface, etc. Et donc, on peut utiliser l'idée de comprendre comment le contraste, le niveau de gris change par rapport à une orientation pour reconstruire la topographie. Et bien sûr, en même temps, on peut tous intégrer ça avec des mesures de déplacement. Donc, on a traité pas mal de petits échantillons à des formes un peu bizarres et ça crée cette exposition. Si il y a déjà des questions, n'hésite pas de me poser. Peut-être maintenant, c'est un bon moment. Sinon, je peux continuer. Je crois que tu peux continuer, oui. Ouais, très bien. Donc, pour la deuxième partie, c'est un peu le même travail, mais à notre échelle. Donc, donc la raison pour faire la tomographie sur des mécaniques expérimentales, je pense que c'est clair. Hein. Donc, c'est l'idée de comprendre les mécaniques des matériaux sur le 3D et pas que les surfaces. Donc, on a des images 3D. À la fin d'une reconstruction tomographique, on appelle ce type d'image un volume. Et ce volume, c'est le résultat d'une reconstruction. Qu'est-ce qu'on a en fait normalement en tomographie rayon X? On a un objet 3D, on projette, on applique une lumière rayon X qui vont traverser l'échantillon.
Et donc, à l'autre côté de notre échantillon, on a un capteur qui va faire une acquisition, qui va acquérir le champ de projection. Donc ça, c'est les vraies mesures. Ouais, ça, c'est l'image pixelisée pour chacune des projections. Donc on peut après tourner l'échantillon ou comme on fait en hôpital, en fait, on tourne la source et le capteur autour de patients parce que les patients n'aiment pas être tournés. Et donc, avec ça, avec une grande série de projections, on est capable de reconstruire en 3D le volume que nous intéresse, avec lequel on peut peut-être aussi faire des corrections d'image volumiques pour mesurer les ouvertures des fissures, etc. Donc, petit mot sur la différence entre tomographie et laménographie. Donc, classiquement, on a un échantillon un peu long et on a une source rayon X et on peut tourner l'échantillon autour d'un axe qui est orthogonal plutôt aux sources rayon X et on a le capteur à côté. Mais si on a des échantillons qui ne sont pas fines et longues, mais qui sont plutôt plats, il y a une autre méthode qui marche un petit peu mieux, c'est de faire la laménographie. Et donc on prend l'échantillon et on plat à un angle, parce que sinon les rayons X ne peuvent pas traverser. Et donc on tourne autour d'un axe incliné. Ce laménographie, de temps en temps, on s'appelle ça conical tomography. Bon, ça génère un peu une forme conique du même donné qu'une rotation simple. En mètres, c'est quoi la comparaison entre tomographie en rayon X et en tomographie en mètres? C'est on n'a pas des rayons X, mais on a un faisceau électronique, comme avant. Les échantillons sont petites. Donc 10 mm, c'est vraiment énorme. Donc souvent, c'est beaucoup plus petit que ça. Notre champ de vue maximal, c'est autour de 100 micromètres, mais ça, c'est énorme. Et ça, c'est la vraie limitation. Les électrons ont du mal à traverser des échantillons qui sont plus épais que 100 nanomètres. L'avantage, c'est la précision de notre image, la résolution, il est autour de 1 nanomètre au plus petit, ça dépend des conditions d'acquisition. Petit exemple ici, ça c'est notre porte-échantillon qui va être en intérieur du mètre avec ce petit cercle qui est à la fin, qui est où on peut mettre un petit disque avec notre échantillon en intérieur. Donc ce cercle, je pense qu'il est 3 ou 4 mm, quelque chose pour donner un sens de largeur. Et ce porte-échantillon, il peut tourner autour de son axe principal, comme toutes les porte-échantillons mettent, mais ce petit porte-échantillon, il peut également tourner autour de ce petit cercle. Donc c'est pour ça on s'appelle ça une dual axis tomography runner. Donc on a deux axes de rotation, mais ça crée quelques défis quand même, parce qu'on ne peut pas tourner l'échantillon complètement dans tout le sens qu'on veut, parce qu'à un moment, le porte-échantillon lui-même, il va bloquer le faisceau électronique. Et en plus, des électrons peuvent générer pas mal de phénomènes de diffraction qu'il faut qu'on évite ou au minimum on travaille avec. Une méthode pour réduire un peu les phénomènes de diffraction, c'est d'utiliser le HADF, le détecteur HADF, donc c'est le High Angle Dark Field Detector. Donc c'est l'idée de mesurer les électrons qui sont diffusés le plus et donc qui sont le moins cohérents avec les phénomènes de diffraction. Et un troisième défi qu'on voit ici, c'est le mouvement de d'échantillon. Je peux refaire un petit peu. Donc ici, c'est l'exemple que je montre aujourd'hui. C'est un petit cluster des particules barium, titanium oxyde. Et on voit que contrôler les mouvements
en intérieur du mètre, c'est vraiment difficile. Donc en fait, les mouvements sont assez précis parce qu'il faut comprendre le groupe, le cluster de particules, il a une largeur de 50 nanomètres. Et donc ça veut dire que si on applique une petite rotation d'un axe ou l'autre, ça va forcément créer des mouvements. Et si on ne corrige pas, la reconstruction ne va pas être tellement nette qu'on attend en rayon X. Notre partie que j'aime bien, si on regarde cette série d'images, cette vidéo, notre cerveau, encore une fois, il est hyper capable de reconstruire en 3D les surfaces. Donc je pense que vous avez tous maintenant en compréhension de la géométrie 3D de mon cluster de particules, parce que notre cerveau il est vraiment bien pour faire cette reconstruction 3D. Mais c'est ça qu'on veut faire maintenant en numérique. Et pour des raisons des angles limitants avec notre porte-échantillon, on va mixer un peu la tomographie et l'aménographie. Et pour résoudre un peu de problèmes de diffraction, on va utiliser le HHDF. Et pour résoudre les problèmes de mouvement d'échantillon, on va bien sûr utiliser des idées de correction d'image. J'ai cliqué sur le... Ouais, ok. Donc comment ça marche, une reconstruction tomographique? Donc si on regarde une série des images des acquisitions, comme la série ici, je peux prendre toutes les images et je peux le stocker comme un volume 3D, et c'est ça que j'appelle le sinogramme. Donc le sinogramme S, c'est juste toutes les images qu'on acquis, et donc ils sont dans un espace UVW. Donc UV sont simplement les repères images, donc U horizontal, V vertical, je ne sais pas, et le W ici c'est plutôt le temps. Donc pendant du temps, on a tourné l'échantillon et on a pris plusieurs images. Et l'inconnu ici, c'est un volume, donc ça c'est la partie en jaune ici, donc ça c'est une boîte, un cube tridimensionnel avec des coordonnées dans le repère global, X, Y, Z, et avec dedans des voxels, donc des petites zones qui a une densité inconnue. Donc chacune des pixels sur nos acquisitions représente en fait le passage d'un rayon, d'un électron le long de l'échantillon, et donc toutes les interactions c'est l'intégrale des interactions de notre faisceau électronique avec l'échantillon. Et donc on peut dire qu'en fait une acquisition sur un pixel de notre sinogramme, c'est la somme des interactions le long de l'array. Et ce somme des interactions, on peut traduire comme une matrice de projection. Et donc, on peut dire, si on connaît le volume, on peut projeter le volume vers le sinogramme. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai dépassé un peu de temps. Mais en gros, avec cette petite écriture mathématique, ça veut dire que l'aménographie et tomographie sont complètement identiques. C'est juste la façon qu'on tourne l'échantillon. Et après, la reconstruction, c'est en fait de trouver les méthodes inverses de ça. C'est la méthode inverse qu'on a parlé tout à l'heure, et donc c'est juste l'idée de dire qu'on a un résidu. Le résidu, c'est quoi? C'est l'image, c'est toutes les images acquises, donc les sinogrammes, moins les projections de mon volume. Donc si le différence est nul, ça veut dire que je peux reprojeter mon volume et obtenir la même qu'on a mesuré, et on va être content. Donc ça veut dire qu'on a trouvé le volume. Et donc ça, c'est une méthode d'identification standard, de mon point de vue. Et on peut mettre en place des mouvements corrigides de mon échantillon en l'intérieur de cette matrice de projection. On peut dire qu'entre chacune des projections, mon direction électronique, il a une direction un peu différente. Et ici, les paramètres que je cherche sont des mouvements dans le plan d'image et les deux rotations, donc l'inclinaison et la rotation. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est toutes mes acquisitions. Donc c'est un volume 3D des niveaux de gris. Donc ça, c'est une image comme j'ai montré avant, mais j'ai la même image pour tous les instants du temps.
Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait 4 séries d'images tomographiques, donc avec une seule rotation, et une seule rotation plutôt standard sur un axe orthogonal au faisceau, et une acquisition de laminographie qui est le parti à la fin, avec beaucoup plus de mouvement, parce que c'est l'autre moteur qui a fait tourner l'échantillon qui est moins précisé. Et avec si on met ça tous dans une méthode itérative qui va optimiser à la fois la volume inconnu, donc l'image qu'on veut obtenir, et les mouvements et les rotations inconnues, on peut reconstruire petit à petit, et ça veut dire que le résidu, la différence entre les mesures et notre modèle, il va être de plus en plus petite, et finalement, ça peut créer, donc après une seule itération, on a un objet qui est un peu flou et donc un peu lisse, mais petit à petit, on arrive à récupérer plus en plus des détails topologiques de notre objet. Donc, des petites conclusions. Donc, ici, j'ai utilisé pas mal de Toolbox Astra qui est développé par l'Université d'Anvers, qui est vraiment bien fait. Et on a été capable de mélanger un peu tomographie et lomographie pour avoir plus d'avantages en certains angles et corriger des mouvements corrigides en même temps avec des idées de correction d'image. Et bien sûr, on a des perspectives pour appliquer plus de ça en instrument-notre-mètre. On peut parler peut-être plus tard. Donc merci de votre attention et je prends des questions si vous avez. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors,